sur la frontière elle-même, qu'il n'y ait plus d'habitation avant les services de l'immigration et de la douane. Autre nouvelle du pays, le ministère de l'Agriculture a identifié la production de l'encens comme une pratique rentable et avait demandé l'appui technique de la FAO pour généraliser les possibilités de production de l'encens boswellia sur l'ensemble du territoire. La République de Djibouti avait fait le choix de planter les espèces de boswellia pour la production de l'encens afin d'accroître sa contribution à l'économie du pays. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, a procédé ce matin à la clôture de cet atelier de formation sur la valorisation de l'arbre de l'encens boswellia qui pourrait avoir une haute valeur économique à Djibouti. Cet atelier s'est clôturé dans le jardin de Alifori, près de Wea, dans la région d'Arta, avec la participation des agriculteurs venus de toutes les régions. Le projet de production a déjà été expérimenté dans la région de Alifori avec des bons résultats. Ces plantes à la conformité des pousser dans des conditions climatiques arides et dans le sol. Mais elle permet aussi de restaurer les terres arides dégradées. Lors de la clôture de cet atelier de formation a vu la participation du directeur de l'agriculture et la représentante de la FAO, Gurn Blech. La formation est la première du genre entreprise dans le pays. Elle est importante et intéressante à plus d'un titre, car elle est le fruit d'un effort entrepris patiemment depuis plus d'une décennie par un privé qui a montré la voie au public en apportant la preuve que les espèces de boswellia, très recherchées pour leur essence, peuvent être acclimatées et se développer de manière adéquate à Djibouti. Je me réjouis de pouvoir porter la contribution de la FAO à cette initiative de Djibouti qui a récemment mis l'accent sur la plantation d'espèces de boswellia dans les zones plus élargies pour la production d'encens. Cette première formation et le manuel de vulgarisation qui l'accompagne devront conférer un souffle supplémentaire à la poursuite de cette initiative que la FAO compte bien soutenir encore. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, a félicité tous les participants ainsi que le formateur expert qui a fourni toutes les connaissances nécessaires à la production de la plante de l'encens qui existe déjà dans notre pays mais qui peut être exploitée à grande échelle dans notre pays. On l'écoute. En guise de clôture, je voudrais dire, pour ceux qui ont des doutes, que le boswellia, l'arbre en encens, est quelque chose qui est cristallisé dans nos esprits. Pour ceux qui n'ont même pas vu et qui n'ont pas vu, bien que ça pousse d'une manière naturelle, sauvage dans notre pays, ça a été déjà dit. Dans nos maisons, nous avons l'habitude régulièrement d'utiliser pour, je dirais, chasser les éléments, l'odeur d'une part, et également chasser les pestes comme l'anophèle qui est le paludisme. Nous l'avons toute l'habitude d'utiliser et même dans les mosquées. Mais maintenant, on parle de commercial. On parle de commercial. Je voudrais dire du haut de cette tribune que le boswellia est rentable, au même titre que vos cultures maraîchères, au même titre que le palmier dattier, sinon plus. J'espère que avec cette démarche, avec ce que je viens de vous dire, que ça s'inscrit dans la durée. On n'aura pas tout de suite les résultats, mais celui qui patiente et qui est passionné, il arrivera à des résultats concrets, j'en suis persuadé. Sous le patronage du secrétariat d'État à la solidarité nationale s'est déroulé aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier de réflexion concernant la mise en place et la mise en réseau des CPEC de Djibouti. Outre la présence de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, cette cérémonie a vu la participation du ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, du directeur général de l'ADS par intérim, Dili Farah et Abdallah Ahmed Mohamed.
En effet, dans la perspective d'assurer une offre de services financiers inclusive qui répond aux besoins de la population, le gouvernement a octroyé des ressources pour le financement d'une assistance technique. Ces stratégies préconisent à l'horizon 2016 et visent la mise en place d'un secteur de microfinance professionnel et structuré, visible, fiable, pérenne, diversifié et innovant, en assurant une couverture suffisante de la demande sur l'ensemble du territoire. Pour ce faire, l'Agence djiboutienne de développement social, dans sa mission de développement des activités de promotion des services financiers, a recruté une firme pour assurer une assistance technique aux institutions de microfinance sur financement de la Banque africaine de développement. Dans notre pays, sans une vision pertinente et une structure mobilisatrice des énergies potentielles. La vision est le credo de nos autorités, particulièrement Madame la Ministre, ici présente, qu'on remercie pour son engagement pour le développement du secteur de la microfinance. Dans le cadre de l'assistance technique et après les diagnostics qui ont été déjà réalisés, la firme a eu à partager avec tous les acteurs la vision qui est celle de mettre en place une fêtière, structure viable et crédible pour cristalliser les engagements des autorités, mais aussi des organes dirigeants, des membres et du personnel technique des caisses. Dans leurs propos, la secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, et le ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, ont souligné les efforts mis en œuvre par le gouvernement dans le secteur de la microfinance pour favoriser l'accès durable à des services financiers de proximité pour une majorité des ménages exclus du système formel. Nous l'écoutons. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui rentre exactement dans les objectifs recherchés par la stratégie nationale, et nous avons souhaité que cet atelier se déroule en présence des membres de la Commission nationale de microfinance, qui est une commission créée par un décret présidentiel en 2012, dont l'objectif principal est de faire de la microfinance un véritable instrument de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Les membres de la commission sont chargés plus particulièrement de concevoir, suivre, évaluer la politique du gouvernement en matière de microfinance, coordonner et harmoniser les interventions des départements techniques et renforcer les performances sociales et financières des institutions de microfinance. Nous avons vu depuis quelques semaines une intense activité autour du secteur de la microfinance. Toutes les caisses, que ce soit les caisses régionales ou la caisse de Djibouti, ont renouvelé les organes dirigeants, et la forte mobilisation des membres de ces caisses a montré que la microfinance a encore de beaux jours devant elle. Nous passons à une nouvelle étape, c'est comment structurer les caisses, comment voir et partager avec vous, organes dirigeants, gestionnaires, les outils de la planification stratégique, mais surtout, et l'atelier de ce matin est un atelier très important, c'est la mise en réseau. Que l'État est engagé aujourd'hui à 100% pour subventionner ces caisses, mais ce n'était pas le but initial. Il fallait un jour que la subvention de l'État cesse et que les caisses fonctionnent et marchent par leurs propres ressources. De la gestion d'un outil financier par la communauté. Ce ne sont pas des capitalistes, des gens qui sont venus d'ailleurs, qui gèrent, mais ce sont les bénéficiaires directs à qui on a confié la gestion de leurs propres outils. Donc, c'est très important. Le système de recouvrement doit fonctionner à 100%. C'est un outil de lutte contre la pauvreté. Toujours dans l'actualité nationale, une forte délégation d'hommes d'affaires sud-africaines accompagnée par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud résident à Addis Abeba, Ndumiso Nshuka, ont effectué une visite de travail de quelques jours dans la capitale djiboutienne. En effet, cette forte délégation d'hommes d'affaires sud-africains accompagnés de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud sont à Djibouti pour constater de visu le développement accompli en matière de ports et de zones franches
pour voir également les possibilités d'investissement, les potentialités et les opportunités qu'offre le pays en vue d'investir dans différents projets à Djibouti. La délégation a visité le port de Djibouti, le terminal à conteneurs d'Oralé, le terminal pétrolier de la même localité. Cette délégation d'hommes d'affaires sud-africains accompagnée de l'ambassadeur s'est ensuite rendue à la zone franche pour une réunion de travail en présence du président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. C'est la seconde fois que l'ambassadeur de l'Afrique du Sud accrédité à Djibouti passe nous voir. Et il avait promis la dernière fois qu'il allait ramener des investisseurs sud-africains. Et voilà, aujourd'hui ils sont là. Ils sont très intéressés d'investir dans différents domaines, dans les transports, les ports, les aéroports et puis la zone franche. Est-ce que nos infrastructures les ont séduits? Absolument. Surtout dans les domaines des ports et zones franches, nous connaissons les autorités sud-africaines des ports, de Transnet. Nous avons de très longues relations avec eux. Et donc, ils sont impressionnés par la qualité de nos infrastructures et ils sont aussi très impressionnés par la qualité et la productivité que nous réalisons ici dans le port de Djibouti. Page santé à présent, une caravane médicale bénévole est une action toute une semaine dans les quartiers populaires de Warabale 1 et 2 ainsi que le quartier dit Moustiquaire dans la banlieue de Balbala. Chaque jour durant cette semaine d'action, plusieurs dizaines de personnes sont prises en charge dans le centre de santé de ces différents quartiers. Outre les médications et les soins gratuits, les patients se voient également offrir des lots de médicaments et des traitements pour les pathologies qui leur sont diagnostiquées. Cette caravane médicale est une initiative humanitaire lancée par un plateau de jeunes médecins réunis par la volonté d'aider leurs concitoyens. À noter que tous les patients qui s'y présentent reçoivent les prises en charge et les soins adéquats, quel que soit leur âge ou les pathologies dont ils souffrent. Il faut préciser que la campagne a mobilisé également des pharmacies de la place et des bonnes volontés qui ont bien voulu contribuer en termes de lot de médicaments ou sous d'autres formes d'aide. En ce jour, plusieurs centaines de personnes ont d'ores et déjà bénéficié de cette caravane médicale de cœur dans ce grand quartier populaire. Il faut dire que des populations précaires se concentrent dans ces zones d'habitation qui sont reconnues comme les plus fragiles en zone périurbaine. D'où le choix de lancer cette caravane médicale dans ce quartier plutôt défavorisé. Cette initiative inédite ne sera pas la dernière selon le médecin mobilisé dans le cadre de cette opération de bienfaisance. D'autres campagnes similaires seront lancées dans d'autres quartiers, tous aussi défavorisés, afin de soutenir les populations les plus démunies de la capitale. Passons à présent l'actualité des districts. Commençons d'abord par la région de l'unité d'Ikil, où la campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole a été lancée simultanément hier dans la région de Dikil et à Kalafi au poste frontalier. Elle a vu la présence des autorités locales dont le préfet Mohamed Cheikhou et les présidents du conseil Abdurrahman Younis. Les familles ainsi que les agents de la santé se sont mobilisés pour la réussite de cette campagne de vaccination pour éradiquer ces deux maladies. Tous les enfants âgés entre 0 et 5 ans seront vaccinés contre la polio et les enfants de 9 mois à 15 ans contre la rougeole. Et cette campagne se déroulera sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes ce matin ici dans l'école d'Ikila. La vaccination a commencé. Elle va durer 2 semaines ou 3 semaines. Donc tous les enfants seront vaccinés contre la poliomyélite et la rougeole. Donc cette vaccination concerne les enfants de 0 à 16 ans, comme l'a souligné le médecin-chef du CMH de Dikil. Nous sommes très contents d'avoir participé au lancement de cette campagne et nous demandons aux parents, ainsi que tous les parents d'élèves, ainsi que tous les parents, même ceux qui n'ont pas d'enfants à l'école, de vacciner leurs enfants contre ces deux maladies qui font face, comme la rougeole qui fait surface ces derniers temps.
Arta, à présent, cette campagne donc a débuté également hier dans les établissements scolaires de cette région. Compte tenu de l'importance de la vaccination pour les enfants, le préfet d'Arta, Abdellah Dalal Oukié, accompagné du président du conseil régional Omar Jama et du chef et du médecin-chef de la région sanitaire d'Arta, ont tenu à participer et superviser ces opérations de vaccination qui ont connu un vif succès. Et pour cause, le préfet et le président du conseil régional ont mis à contribution tous les agents de santé pour préparer en amont la nécessité de vacciner chaque enfant. Pour ce faire, durant 2 jours avant le lancement officiel de la campagne, les agents de santé se sont rendus dans les écoles pour expliquer le besoin vital de ces vaccins. Les agents de santé ont également tenu des réunions avec les parents d'élèves. Cette campagne post-vaccination qui a initié par le préfet Abdellah Dalal Oukié a contribué à la réussite des opérations de vaccination. Dès les premiers jours, 80% des enfants de la région d'Arta ont été vaccinés contre la rougeole et surtout la poliomyélite. Cette maladie handicapante des Karta à Demerjok. Cette campagne nationale a été conçue pour être une riposte contre la rougeole et de la poliomyélite. Et à l'instar de beaucoup de pays du monde, son objectif reste l'élimination de 2 maladies d'ici 2016. La rougeole, une infection virale, et la poliomyélite, une maladie infectieuse grave qui peut entraîner un handicap permanent des membres inférieurs d'un enfant. La vaccination contre ces 2 maladies concerne les enfants de 0 à 5 ans contre la polio et les enfants de 9 mois à 15 ans contre la rougeole. Le ministère de la Santé a demandé à tous les parents, aux responsables des régions de l'intérieur et aux chefs des établissements scolaires de faciliter les activités de cette campagne. À Ali Sebié, cette fois-ci, à l'instar du reste du monde, la région d'Ali Sebié a célébré samedi 8 mai l'anniversaire de l'action humanitaire du Croissant Rouge et du Croix Rouge. Et cet événement, organisé par l'antenne du Croissant Rouge de Djibouti, branche de la région d'Ali Sebié, a débuté par des animations et des expositions sur l'historique du Croix-Rouge. Et plusieurs personnes, dont le premier adjoint du préfet, Mohamed Ahmed Abbas, le président de l'antenne du Croissant Rouge de Djibouti, branche de la région d'Ali Sebié, Abdi Bouh, le vice-président du conseil, Mohamed Mahamoud Geldoun, ainsi que des volontaires du Croissant Rouge branche d'Ali Sebié, ont participé à cette journée commémorative qui s'est tenue à l'hôtel La Palmeraie de la ville d'Ali Sebié. Rappelons enfin que la Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti, créée le 1er août 1977, est une organisation humanitaire qui apporte une aide aux personnes les plus déshéritées et aux victimes des catastrophes naturelles comme la sécheresse, l'inondation, le tremblement de terre, incendie ou encore des victimes des maladies graves telles que le VIH-Sida. Pour aider et secourir la population les plus vulnérables. L'objet de l'intervention sont en particulier l'aide d'urgence, la préparation de risques de catastrophes. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, notre voisin du Yémen demeure dans une situation de guerre. Plus de 4000 réfugiés ont été installés à Obok. Les Croissants Rouges de Djibouti a pris sa part à cette action humanitaire. Aujourd'hui, la Croissant Rouge de Djibouti intervient à Obok. Après le sud, direction le nord avec Obok, le Croissant Rouge a procédé lundi à la distribution de kits d'hygiène en faveur des réfugiés yéménites basés à Obok. La Société nationale du Croissant Rouge de Djibouti a octroyé ces kits d'hygiène qui est composé des savons lessifs et corporels, des seaux d'eau, de cordes à linge aux quelques 90 ménages yéménites qui sont installés jusqu'à présent au cours des Margazi. En effet, la problématique de l'hygiène dans les camps de réfugiés a été identifiée comme étant prioritaire, cela étant dû aux conditions de vie particulièrement difficiles des populations réfugiées qui débarquent et le plus souvent dans le dénuement total. Ainsi, le Croissant Rouge de Djibouti, conformément à ses valeurs humanitaires, a mis sur pied ses projets de distribution de kits d'hygiène pour répondre aux attentes de réfugiés en matière d'hygiène. Ont également été remis aux familles, parallèlement à ces kits d'hygiène, des moustiquaires pour les adultes et des moustiquaires pour les enfants. Le Croissant Rouge de Djibouti aujourd'hui procède à la distribution d'un kit d'hygiène composé entre autres de savon de lessive, de savon en dur, savon corporel, de cordes à linge et d'autres items en ce sens. Donc la question de l'hygiène est une question cruciale pour ces réfugiés
qui manque de tout ici au jour d'aujourd'hui, et le Croissant-Rouge de Djibouti a voulu répondre à ces besoins. Alors ce que ici on a fait, c'est qu'on a distribué pas moins de 90 kits à 90 ménages et familles. Cela va leur permettre de répondre à leurs besoins en matière hygiénique. Alors ce que fait aussi le Croissant-Rouge de Djibouti au quotidien, c'est un programme de rétablissement des liens familiaux, ici dans le camp mais aussi dans les autres centres d'accueil provisoires, où on leur octroie des appels téléphoniques gratuits, où ils peuvent contacter leurs proches restés au Yémen, mais aussi leurs proches un peu partout dans le monde. Passons à présent à l'actualité internationale. Riyad, qui cherche à rétablir le président Abdourabou Mansour Hadi dans ses fonctions, a proposé vendredi dernier de suspendre ses bombardements aériens à partir de demain soir pour 5 jours renouvelables. Fortos Hussein. Une offre de cessez-le-feu de l'Arabie Saoudite qui semble en passe de prendre corps. Les rebelles chiites Houthis et leurs alliés y sont favorables. Et le temps presse. La situation humanitaire pour les populations civiles se dégrade de plus en plus, comme l'explique cet homme. Pas d'eau, pas d'électricité, les eaux usées débordent, nos enfants ont le ventre gonflé et on n'a pas de médecin, nous n'avons rien. L'offensive aérienne et le blocus imposé par la coalition arabe depuis le 26 mars n'ont pas permis d'inverser de manière flagrante le rapport de force sur le terrain. Les Houthis continuent à progresser, notamment à Aden, le grand port stratégique du Sud. C'était l'essentiel de l'actualité de ces 22h. Merci de votre fidélité et passez tous une douce et agréable soirée avec le reste de nos programmes télévisés.